Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Ajouter 2 lettres à Paris, c'est le paradis. Voilà ce que disait l'écrivain français Jules Renard à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui encore, de nombreux artistes continuent de vanter la beauté de la capitale. C'est une ville qui a connu de nombreuses transformations au fil des siècles. Nous vous proposons dans ce numéro une vue imprenable sur l'architecture de la ville lumière. Vous découvrirez tout d'abord l'histoire de sa construction, une histoire étroitement liée à celle des rois de France. Nous vous parlerons également des projets qui ont fait polémique ces dernières années. La tour Montparnasse, le centre Pompidou et maintenant la tour Triangle. Le Parisien n'aime pas qu'on change ses habitudes. Enfin, nous irons à la rencontre de Dominique Perrault. La Bibliothèque nationale de France, c'est lui. 4 tours de 79 mètres de haut en forme de livre ouvert. Elles célèbrent cette année leur 20e anniversaire. Ces monuments datent du Moyen-Âge, de la Renaissance ou encore du Second Empire. Une chose est sûre, Paris ne s'est pas faite en un jour. Chaque roi de France notamment a apporté sa pierre à l'édifice. Laure Manin et Julien Sauvager ont parcouru la ville pour nous. Paris ne serait pas Paris sans les rois de France. Ce sont eux qui ont façonné la capitale, lui imprimant leurs pattes, la construisant à leur image ou pour leur culte. C'est ici, sur l'île de la Cité, que tout commence. Dès le XIIe siècle, on y construit les tout premiers bâtiments iconiques de la ville, comme Notre-Dame de Paris. C'est une véritable révolution dans le mode de l'architecture. L'architecture gothique permet de faire plus haut, et donc de s'approcher de Dieu, de faire plus grand, et de faire beaucoup plus important. C'était aussi un signe de pouvoir, bien sûr. D'autant que cette cathédrale de pierre domine un parvis typiquement médiéval. Du haut de ces tours, on aperçoit des petites rues tortueuses aux maisons de bois qui prennent feu fréquemment, trop fréquemment pour Henri IV, qui décide d'y remédier. Il fait recouvrir les maisons de plâtre, interdit les encorbellements et impose l'alignement des constructions sur la voirie. La ville commence à s'organiser sous l'égide de ce monarque qui s'intéresse à l'urbanisme. D'ailleurs, pour la première fois, le roi ne se fait pas construire un palais, mais des places publiques. La place Royale, connue aujourd'hui sous le nom de place des Vosges, et la place Dauphine, avec leurs bâtiments rouges et blancs, sont l'héritage d'Henri IV. Ses successeurs imposent eux aussi leur style. À Louis XIV, qui aimait les grandes perspectives, on doit les Champs-Élysées dans le prolongement du jardin des Tuileries. À Napoléon Ier, qui rêvait d'une nouvelle Rome, l'Arc de Triomphe, l'église de la Madeleine ou l'Assemblée nationale. Mais c'est avec Napoléon III que Paris prend l'allure qu'on lui connaît aujourd'hui. L'empereur veut une ville moderne, un décor qui reflète la prospérité de l'après-révolution industrielle. Il charge un certain Georges-Eugène Haussmann de repenser la ville. Ses objectifs : créer une capitale à l'esthétique nouvelle avec grandes fenêtres et balcons ouvragés, une cité plus saine pour lutter contre les épidémies de choléra et de tuberculose. C'est aussi une manière d'apporter de l'eau courante à tous les bâtiments et aussi de construire le réseau d'égouts. Et la troisième raison, c'est une raison de transport. Le transport des biens qu'on crée à la révolution industrielle, qui n'est pas facile dans une ville comme Paris où il n'y a pas de grandes avenues. Et aussi, certainement, une manière de pouvoir contrôler les mouvements de la population. Pour créer ces grandes avenues, il faut détruire l'existant. Près de la moitié de la ville est rasée à cette époque. L'avenue de l'Opéra en est un exemple type. Des dizaines de bâtiments sont démolis pour la percer. Voici ce qu'on voyait des toits du Palais Garnier avant qu'elle ne soit tracée. Aujourd'hui, de telles transformations ne seraient plus possibles. Beaucoup redoutent d'ailleurs la muséification de Paris. Ce monument que vous voyez derrière moi est l'un des plus visités du monde. Pourtant, au début de sa création, en 1887, nombreux sont ceux qui se sont insurgés contre la construction de la Tour Eiffel. Monstrueuse, inutile, barbare, une pétition sera même signée par quelques artistes de renom, comme l'écrivain Guy de Maupassant. Aujourd'hui encore, certains projets continuent de faire polémique. Le Parisien, à vrai dire, a du mal à prendre de la hauteur. La Samaritaine, les tours du Haut, ou encore la tour Triangle, des projets controversés qui donnent le vertige à beaucoup de Parisiens. Jugés trop grands, trop laids, trop chers, difficile de construire à Paris, au grand regret de nombreux architectes. Par rapport à Londres, par rapport à d'autres grandes villes, par rapport à Bruxelles, on est à la traîne, on a peur de le faire. À l'étranger, les gratte-ciels représentent un symbole, celui d'une puissance économique et culturelle. Ici à Paris, aucun bâtiment n'approche la hauteur de la Tour Eiffel, qui culmine à 324 mètres. Dans les années 70, un plafond de 37 mètres avait été imposé.
Mais en 2010, l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, le fait sauter et autorise la construction d'immeubles 5 fois plus hauts. Alors pourquoi les Parisiens sont-ils allergiques aux grands buildings? Direction le 15e arrondissement. La tour Montparnasse date des années 70. À l'époque, elle était synonyme de modernité. Mais sa hauteur a toujours dérangé. Pour l'association SOS Paris, il faut éviter ce genre de structure pour préserver le charme du Paris haussmannien. Alors voilà, la tour Montparnasse, c'est la verrue de Paris. C'est le bâtiment le plus détesté d'Europe. Donc c'est dire à quel point c'est un échec. Un certain nombre de tours sont prévues dans Paris et les Parisiens n'en veulent pas. Ils sont intelligents, ils ont compris que les tours ne correspondaient pas aux critères environnementaux parce qu'il est absolument impossible de faire une tour écologique. L'avenir de plusieurs projets est aujourd'hui incertain. La construction de la tour Triangle était prévue en 2017, mais en novembre dernier, le Conseil de Paris a voté contre. Pour la droite et les écologistes, elle est trop imposante dans une ville déjà trop dense. Elle ne répond pas à la crise du logement. Cette tour qui nous est proposée aujourd'hui n'a plus aucun rapport avec le projet initial. Il devait y avoir le centre des congrès à l'intérieur, un hôtel. Aujourd'hui, c'est une tour de simples bureaux. Il y en a des dizaines de milliers de mètres carrés aujourd'hui qui sont vides dans Paris. Paris, ville historiquement horizontale, a tout de même subi un lifting ces dernières années. Dans le 16e arrondissement, la fondation Louis Vuitton est sortie de terre l'année dernière, attirant des centaines de milliers de touristes. Un peu plus au nord, le futur palais de justice devrait être livré en 2017 et devrait mesurer 160 mètres de haut. Nous voici maintenant à la Bibliothèque nationale de France, située dans le 13e arrondissement de Paris. Elle est composée de 4 tours, les tours des temps, des lois, des lettres et des nombres. Elles ont toutes été construites dans les années 90 à la demande du président de l'époque, François Mitterrand. Cette année, elles fêtent leur 20e anniversaire. Nous avons rendez-vous pour l'occasion avec leur concepteur. Dominique Perrault, bonjour. Bonjour. C'est donc vous qui avez été choisi par François Mitterrand pour créer cette Bibliothèque nationale de France. Expliquez-nous comment vous est venue l'idée de cet ouvrage. Alors, l'idée de l'ouvrage, c'est en fait de créer un monument sans mur avec des perspectives complètement ouvertes, aussi bien sur la Seine, évidemment, mais sur tout le quartier environnant. Car il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y avait rien, mais rien autour de la bibliothèque. Il y avait en fait une friche industrielle, des voies ferrées, un quartier totalement inexistant. Aujourd'hui, c'est certainement un des quartiers les plus vivants de Paris, donc la bibliothèque a été le germe fondateur de ce nouveau quartier. Quelle est votre partie préférée du bâtiment? Moi, je dirais que le jardin. Le jardin, pourquoi? Parce qu'il donne tout son sens à la bibliothèque. On voit que les 4 tours forment un peu comme une abbaye. Le jardin permet d'organiser autour les salles de lecture comme un cloître. Et donc on sent qu'il y a une dimension assez silencieuse. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant la création de cette BNF? La difficulté la plus importante, c'était d'être en temps, en heure et dans le budget. Ce que nous avons fait, c'est-à-dire nous avons construit cette bibliothèque en respectant parfaitement les prix qui nous avaient été donnés et qui avaient été votés par l'Assemblée nationale, puisque c'est un projet d'État. Et nous avons surtout respecté le délai, puisque François Mitterrand a inauguré le bâtiment il y a 20 ans. On critique beaucoup les architectes stars pour justement dépasser régulièrement les budgets. Est-ce que c'est une critique que vous entendez? Moi, je suis un architecte superstar, parce que je respecte les budgets. J'ai construit la Cour européenne de justice dans les prix, le vélodrome et la piscine olympique de Berlin également en respectant les budgets. Donc voilà, il y a toujours des exceptions qui confirment les règles. Vous avez effectivement créé à Berlin, à Madrid, à Osaka, à Luxembourg. C'est plus facile de concevoir à l'étranger qu'en France? Non, la complexité est la même. Ce sont des grands projets, ce sont des projets qui mobilisent évidemment beaucoup de volonté politique. Donc on retrouve d'une façon ou d'une autre les mêmes problématiques. Et construire à Paris, c'est pas trop compliqué? À l'époque, c'était possible. Aujourd'hui, c'est devenu peut-être plus complexe. Je ne sais pas si aujourd'hui, nous pourrions construire un bâtiment aussi profond, un bâtiment aussi haut. Donc,
les normes, les règles, une certaine frilosité règnent sur la capitale et empêchent en fait son développement et son rayonnement. C'est dommage. Une dernière question, si vous deviez citer un monument à Paris que vous auriez aimé, rêvé d'avoir construit, ce serait lequel? Les Invalides. Elle est pour certains la plus belle avenue du monde, à la fois prestigieuse, populaire et luxueuse. Mais les Champs-Élysées ont aussi leurs détracteurs, trop bruyants, trop pollués et parfois même trop vulgaires, à tel point que l'association des commerçants du quartier a chargé l'architecte Jean-Paul Viguier d'imaginer les Champs-Élysées du futur. Le projet, vous allez voir, est séduisant. Au soleil ou sous la pluie, en voiture, le long de ces enseignes de luxe, vous pensiez tout connaître des Champs-Élysées, aucun doute. Cette image va vous surprendre. La vue sur l'Arc de Triomphe, entièrement revisitée par un prestigieux architecte. Ces terrasses, recouvertes d'arbres, à cheval sur les façades haussmanniennes, illuminées toute l'année, et une ambition pour 2025. Faire revenir des théâtres, des lieux d'exposition, des cinémas, c'est-à-dire des cafés, des lieux qui aujourd'hui manquent ou qui étaient sur les Champs-Élysées et qui en sont partis. Un projet qui envisage surtout de transformer des rues adjacentes comme celle-ci en quartier piéton. Sur cette chaussée du futur, de chaque côté une voie réservée aux transports en commun. Oubliez les concerts de klaxon et l'image ancienne de cette autoroute urbaine. Beaucoup plus d'espace pour les piétons. Serrés sur les trottoirs pendant les fêtes, ils sont jusqu'à 600 000 par jour. Pour les amateurs de nature, le projet prévoit également de transformer la moitié de l'avenue en un gigantesque parc. Peut-être les Champs-Élysées deviendront-ils aussi un jour la plus belle forêt du monde. Et ce ne sont pas seulement les Champs-Élysées qui seront amenés à évoluer. Pour beaucoup, le retour de la nature en ville est indispensable. On va se quitter avec les incroyables propositions de l'architecte Vincent Calbeau, quand écologie rime avec Paris. À très bientôt.